Le groupe Bell Media annonce la suppression de 4 800 postes. Les vols de voitures connaissent une hausse historique au pays. Les petits Saguenayens se préparent en vue du tournoi Pee-Wee avec les Saguenayens de Chicoutimi. Bonjour et bienvenue au bulletin de la Pige en direct. Le secteur des médias est de nouveau impacté par de lourdes coupes de postes. Le groupe Bell Media, entre autres propriétaires des radios Rouge et Énergie, vient d'annoncer la suppression de 9 % de ses effectifs, soit 4 800 postes. Au Saguenay, 2 postes seraient supprimés. Selon nos informations, il s'agirait d'un animateur de Rouge FM et d'un lecteur de nouvelles à Énergie. La présidente de la Fédération professionnelle des journalistes du Québec déplore cette situation. 45 de ces 103 stations régionales canadiennes seront également vendues. Au Québec, c'est Arsenal Média qui rachètera les antennes dans une vaste partie du territoire. Le groupe Média souffre de résultats négatifs. Ses bénéfices subissent une baisse de 23 % sur le trimestre dernier. En juin, l'entreprise avait déjà supprimé 1 300 postes. Chaque coupe qui se concrétise, c'est moins de journalistes sur le terrain. Donc, c'est mathématique, c'est moins de gens pour produire de l'information de qualité. Ça ajoute de la pression dans des salles de nouvelles qui n'ont pas été épargnées au cours des dernières années. Et au final, c'est le citoyen qui a moins accès à une information qui est diversifiée. Un sommet s'est ouvert ce jeudi à Ottawa pour lutter contre l'augmentation des vols de voitures, alors que 90 000 véhicules sont volés chaque année au Canada selon le gouvernement fédéral. Concernant le Québec, les vols ont progressé de 17 % entre le premier semestre de 2022 et celui de 2023, selon le rapport d'Équité Association. Et Jean-Raymond, qu'en est-il des vols au Saguenay? Alors, la région n'est pas épargnée par ces vols, mais il est vrai que ce phénomène est beaucoup moins important qu'en ville. On écoute la police à ce sujet. Voiture qui est quand même relativement constant. On a vu au fil des derniers mois une pointe, je vous dirais, à l'automne où il y avait beaucoup de véhicules qui étaient volés. Mais de façon générale, c'est relativement constant. Existe-t-il des tendances de vol dans la région? Alors oui, il existe 2 types de vols majoritaires et pour le coup, ces phénomènes sont assez similaires entre les villes et les régions. Relativement communs, qui sont des vols de véhicules, soit utilitaires 4x4 de luxe, dont on perd la trace. Ils sont volés sur notre territoire et on ne les revoit jamais. Et il y a aussi les vols d'opportunité. Alors, dans ce dernier cas de figure, les individus dérobent des véhicules pour se rendre d'un point A à un point B, le plus souvent lorsque les conducteurs laissent leurs clés dans le contact. Mais concernant les véhicules de luxe, certains acteurs laissent penser qu'il existerait peut-être un réseau d'export de voitures à l'international. Merci Jean. Au plaisir. Et concernant le sommet qui a débuté ce matin, qu'est-ce qui a été annoncé? Eh bien, Justin Trudeau a annoncé vouloir augmenter les sanctions criminelles à l'encontre des vols de voitures. Il a notamment pointé le crime organisé ainsi que les nouvelles technologies dont les voleurs se servent afin de localiser les clés de voiture et dérober cela beaucoup plus facilement. Au plaisir. Suite à la décision de Contact Nature mercredi de ne pas avoir de village de pêche blanche dans la baie des AA cette année, les réactions ont été nombreuses. Ce sont principalement les commerces environnants qui anticipent des pertes de revenus cette année. Claudie Boucher était sur place. Depuis mercredi, les réactions sont nombreuses et ce n'est pas que les pêcheurs qui sont déçus par cette nouvelle. Les commerçants, de leur côté, craignent des pertes de revenus assez importantes puisque la pêche blanche est très lucrative dans l'arrondissement de la baie. La pêche blanche représente 7 millions en retombées économiques ici à la baie pour un mois et demi d'activité. Donc, c'est sûr que c'est un coup dur. Maintenant, on tente de s'adapter avec ça. Des touristes visitent la région, les pêcheurs se promènent dans les commerces, dans les cantines ou bien dans les magasins environnants. Même chose pour les équipements, de nombreux magasins de chasse et pêche sont situés tout près des plans d'eau. Toutefois, les commerçants ne ressentent pas de sentiment d'urgence pour le moment car il est trop tôt pour se prononcer. Ça fait partie quand même de 25 à 30 % de notre chiffre d'affaires. Beaucoup d'économies qui roulent alentour des cabanes à la baie. Par contre, avec toutes les tentes qu'il y a sur la baie présentement,
l'impact n'est pas si gros que ça. On pensait que ça allait être pire que ça. Pour l'instant, ça va quand même bien, mais c'est sûr qu'il y a un impact quand même économique. D'autres se réjouissent aussi par l'arrivée des croisières sur glace qui permettront peut-être de compenser leur chiffre d'affaires. Les prochaines années, ils ont parlé d'avoir les bateaux de croisière qui vont arriver sur les glaces. Fait que là, on va voir, est-ce que les gens vont venir voir les bateaux l'hiver, puis voir... Certains commerces seront en mesure d'avoir des chiffres plus précis vers la fin de la semaine pour pouvoir comparer avec les années dernières. Claudie Boucher, La Pige en direct, La Baie. Le plan d'action de First Phosphate pour le Saguenay-Lac-Saint-Jean. Premier bilan positif pour la Régie des matières résiduelles du Lac-Saint-Jean, de la MRC du Fjord du Saguenay et de la Ville de Saguenay en 2023. La bonne nouvelle a été annoncée ce matin via un communiqué. Olivier Bonjour a les détails. La popularité du bac brun est en hausse au Saguenay-Lac-Saint-Jean. 2 ans après que la Ville de Saguenay se soit jointe à l'initiative, une partie de la mission a été atteinte, soit celle de délaisser en partie le bon vieux bac vert pour le fameux bac à compost. On se rappelle qu'à l'annonce de ce projet en 2022, Saguenay était une des dernières villes à instaurer le bac brun. Au Lac-Saint-Jean, les démarches pour la réduction des matières organiques avaient débuté 2 ans plus tôt, soit en 2020. Le Royaume du Bleuet a su collecter en 2023 près de 19 000 tonnes de matière organique, un chiffre non négligeable puisqu'en comparaison, Saguenay a collecté 6 000 tonnes dans sa première année complète. Pour la MRC du Fjord du Saguenay, la baisse significative des déchets résidentiels est une bonne nouvelle. Avec le compost, tu fais de la terre, qu'on peut redonner à des jardins, aux gens le printemps qui viennent se chercher de la terre pour la réutiliser. On parle d'environnement, hein, c'est un moyen facile de faire quelque chose pour l'environnement. Ça, c'est une phrase qui est importante. Pour les entreprises à Saguenay, l'utilisation du bac brun est aussi en hausse. 83 nouvelles entreprises ont adhéré à la collecte du bac à compost. À la suite de cette première association, le préfet a espoir que le futur apporte plusieurs changements. Peut-être qu'on pourra mettre les bacs verts aux 3 semaines. Il y a des choses qu'on faudra faire pour que les gens... Il faut que le bac vert, de moins en moins, soit utilisé. Ce qui veut dire que moi, si je récupère dans le bac bleu, puis je mets de l'organique dans mon bac brun, le vert, là, il sert à peu près très peu. Du côté des bacs bleus, c'est plus de 80 % des matières reçues qui ont été valorisées. Les éco-centres ont aussi connu une belle croissance cette année avec plus de 363 000 visites. Ici Olivier Bonjour, La Pige en direct, Saguenay. C'est en partenariat avec la Chambre de commerce et d'industrie Saguenay-le-Fjord que First Phosphate présentait son projet de batterie lithium-fer phosphate ce matin. La compagnie a expliqué son plan d'action afin de préparer ses futures opérations. Il a dit, la région est la seule d'Amérique du Nord où l'on est en mesure d'extraire le phosphate pour les batteries. Oui, puisque le phosphate, en fait, vient d'une roche très rare, puis elle génère aussi du phosphate de très grande qualité. Il faut savoir que ce phosphate-là est utilisé effectivement pour faire les batteries et qu'ensuite, ces batteries-là sont transférées dans, par exemple, des autos électriques telles qu'avec la compagnie Ford, Tesla, Mercedes et Hyundai. La principale mine, en fait, sera située dans la municipalité de Bégin. Et puis, il y aura 2 plans secondaires aussi au lac Orignal ainsi qu'au lac Blue Sky. Et puis, pour ce qui est de la purification et de la production, le tout se fera au port de Saguenay. Il faut noter aussi que les régions de la Côte-Nord ainsi que Gatineau étaient des régions qui étaient intéressantes pour ce qui est du phosphate, mais la destination s'est arrêtée ici au Saguenay-Lac-Saint-Jean. Pour quelles raisons la municipalité de Bégin se démarque-t-elle? Bien, en fait, lors de recherche, il y a une quantité impressionnante de phosphate qui a été trouvée dans le sol. D'ailleurs, à ce sujet, nous pouvons écouter le géologue en chef de First Phosphate. Ici aussi, à Bégin, on a trouvé récemment cet été des teneurs extraordinaires en phosphate, jusqu'à 39 % en phosphate, qui représente quasiment un minerai pur. Il n'y aurait pas besoin d'aucun traitement là, si on a des quantités suffisantes. Donc, suite à d'autres recherches qui ont été effectuées dans la région, il y a des prospecteurs qui ont trouvé des échantillons plusieurs années après une déforestation sur la mine de Bégin. Finalement, quelles sont les 3 phases de forage du projet?
Donc, pour ce qui est de la première phase, elle devrait terminer autour du 1er avril. Elle devrait permettre un calcul des premières ressources pour le mois de juin. La deuxième phase devrait se terminer à l'été 2024, puis ce sera principalement du forage géotechnique ainsi que des tests dans le sol pour voir la stabilité, ainsi que la troisième, ce sera pour la faisabilité. Merci, Élodie. Au plaisir. Les membres de l'Alliance du personnel professionnel et technique de la santé et des services sociaux, la PTS, affiliée au Front commun, sont en train de voter pour l'entente de principe qui renouvellera ou non leur convention collective. Au Saguenay, les votes sont prolongés jusqu'au 12 février, alors que l'entente a déjà été acceptée à 76,2 % en Estrie. William, on a eu droit à du temps très doux aujourd'hui, n'est-ce pas? Absolument, Charlotte. C'est une journée aux allures de printemps à laquelle on a eu droit aujourd'hui avec du beau temps, mur à mur, du soleil et même des températures qui ont surpassé le point de congélation à un moment. Ça, c'est assez inhabituel à ce moment-ci de l'année, tellement qu'on est allé à 10 degrés au-dessus des normales de saison. C'est pas rien, imaginez-vous. Et ça va commencer à s'ennuager ce soir jusqu'à atteindre un minimum de moins 4 degrés en soirée et tout le long de la nuit. Que le taux de suicide est baissé depuis 20 ans. Le taux de pensée suicidaire sérieuse, lui, a presque doublé. Cette semaine marque la 34e semaine nationale de la prévention du suicide. Je me suis entretenue avec le superviseur des services collectifs au Centre de prévention du suicide 02, Vincent Bouchard, à ce sujet. Voici mon entrevue. Bonjour, M. Bouchard. Bonjour. Donc, tout d'abord, est-ce que ces dernières années, le portrait de la situation des suicides est encourageant? Quand on regarde les dernières années, on a quand même un plateau qui est relativement stable. Le dernier rapport qu'on a, c'est 2022. Ça sort avec quelques années de délai. On tourne autour de 1000 suicides là, par année là, au Québec, 40 là, au Saguenay-Lac-Saint-Jean. Donc, plateau relativement stable. C'est sûr que nous, ce qu'on désire, c'est encore diminuer là, ce taux-là. Donc, quand même un plateau qui montre que les efforts et les éléments qui sont mis en place là, permettent justement de garder ce plateau et ne pas avoir une augmentation là, du taux de suicide. Puis comment est-ce qu'on explique la baisse du taux de suicide, mais la hausse du taux de pensée suicidaire? En fait, ce que je pourrais dire là-dessus, c'est que les gens sont plus encouragés à demander de l'aide et on en parle plus. On brise le tabou aussi sur le mot suicide. On voit beaucoup de services, même dans la semaine de prévention, on va faire des ateliers dans les écoles secondaires, on va dans le milieu d'entreprise. C'est justement avec ces actions-là, puis avec ce que la communauté font, qui permet d'ouvrir le sujet, briser ce tabou-là, faire en sorte que les gens qui ont une souffrance, qui pensent au suicide, sont à l'aise d'en parler, d'aller vers les services. Donc, on a beaucoup plus de demandes d'aide. Si on regarde un peu le dernier portrait de notre rapport annuel l'année dernière, il y a une augmentation d'appels sur la ligne 1866. Mais en fait, ce que nous, on voit, c'est encourageant. On dit que ces gens-là ont demandé de l'aide, ne l'auraient peut-être pas fait dans les années antérieures. Donc, montre que justement, les gens connaissent les services. Ils sont plus à l'aise aussi de parler de santé mentale, de parler justement des suicidaires. Puis parlant de services, de quelle manière est-ce que vous accompagnez les gens qui ont besoin d'aide? On a différents services offerts. On a la ligne 1866, là, comme on a nommé. Ligne 1866 qui est 24/7, gratuit, confidentiel pour une personne qui pense au suicide, un proche qui est inquiet pour quelqu'un, une personne qui est en deuil aussi à la suite d'un suicide. On offre aussi des suivis endeuillés pour les personnes qui sont endeuillées à la suite d'un suicide. Donc, une personne qui peut avoir soit un suivi individuel ou de groupe. On a aussi un groupe de soutien pour hommes transition, donc groupe de soutien pour hommes qui vise à aborder différentes thématiques pour outiller puis accompagner ces hommes-là. Parce que les hommes, c'est encore 80% des suicides complétés. Donc, on a un groupe spécifiquement pour les hommes qui répond à leurs besoins dans leur réalité masculine pour pouvoir justement là, prendre la demande d'aide d'un homme aussi dans l'instant présent, puis vraiment d'accompagner rapidement aussi là, ces hommes-là. Cette semaine, c'est la semaine de prévention contre le suicide. Il y a plusieurs ateliers qui sont offerts. Est-ce qu'on a encore la chance d'y participer? Il y a une activité justement vendredi, un match des Saguenayens, donc on peut participer encore à cette activité-là, qui est les Saguenayens qui ont organisé justement un match de hockey pour la prévention du suicide, avec beaucoup de promotions qui est mis là, sur leur télé. On a un kiosque qui est là d'ailleurs. On a eu d'autres activités dans la semaine aussi. On a eu un brunch pour les personnes en deuil à la suite d'un suicide. On a ça commencé la semaine de prévention par ce brunch-là. Il y a eu des kiosques, des ateliers, il y a des refresh de formation sentinelle aussi pour les sentinelles en prévention du suicide là, qu'il y a un peu partout dans la région. Merci, M. Bouchard. Je rappelle que vous êtes superviseur des services collectifs au Centre de prévention du suicide 02.
Des incidents reliant 2 autrices québécoises sont survenus dans les derniers 24 heures. Léa, la liberté d'expression aurait été brimée face aux écrivaines québécoises. Exactement. Tout a commencé hier soir. Une candidate républicaine au poste de secrétariat dans l'État du Missouri, qu'on voit ici, Valentina Gomez, a diffusé sur le réseau X une vidéo d'elle qui, en fait, qui brûle 2 livres de relations sexuelles. On peut voir juste ici, et le livre à droite, c'est celui de l'autrice Myriam Dagusa-Bernier, qui est québécoise. Son livre intitulé « Tout nu » est un dictionnaire, en fait, qui permet aux jeunes de découvrir la sexualité et enlever tout tabou qui s'y relie. Elle a indiqué en entrevue à la presse hier que c'était inquiétant et a fait savoir la peur qu'elle a ressentie face aux gestes commis par la candidate républicaine. Et aujourd'hui, également dans une chronique tirée de la presse, on apprenait que plus d'une trentaine de livres pour enfants de l'autrice Élise Gravel ont été mis de côté de la bibliothèque publique juive de Montréal. Il semblerait que ce soit Alain Dansigné, le nouveau directeur général, qui aurait pris cette décision, l'ancien à la tête des Grands Ballets canadiens. Et est-ce que tu peux nous parler un peu plus de la motion? Et oui, à la suite de ces 2 incidents, l'Assemblée nationale a adopté une motion à l'unanimité proposée par le député solidaire Sul Zanetti, vraiment pour venir en soutien à ces 2 écrivaines-là. Donc, il va rester à voir si les livres seront bientôt remis sur les tablettes. Ça va être un sujet à suivre. Merci beaucoup, Léa. Au plaisir. Après la pause, les petits Sags prêts pour le grand tournoi. La communauté Innu de Mashtiuyats devient l'un des partenaires majeurs d'un projet d'énergie renouvelable dans les Laurentides. La communauté située en bordure du lac Saint-Jean travaillera en étroite collaboration avec le Conseil des Atikamekw de Manawan ainsi que la MRC Matawi. Le regroupement nommé Énergie Matawak construira une mini-centrale hydroélectrique au barrage Matawin qui est présentement géré par Hydro-Québec. Les travaux du projet, évalués à 110 millions de dollars, commenceront en 2025 et le lancement de la mini-centrale est attendu pour 2027. Le fondateur du réputé Guide de l'auto et chroniqueur automobile Jacques Duval est décédé le 6 février dernier à l'âge de 89 ans. Selon les proches du natif de Lévis, M. Duval a perdu son combat à la suite d'une longue maladie. Il a fondé le Guide de l'auto en 1967, qu'il a dirigé jusqu'en 2004 et a collaboré de 2013 à 2015. Aussi journaliste, Jacques Duval a également travaillé à la presse, au Canal Vox et à Évasion, en plus d'écrire son autobiographie intitulée « De Gilles Bécaud à Enzo Ferrari ». À la météo, William, à quoi on s'attend des prochaines heures? Eh bien, comme vous pouvez voir derrière moi, c'est encore assez dégagé dans le ciel, mais ça va s'ennuager peu à peu tout au long de la soirée. On a peut-être eu droit à du beau temps aujourd'hui, mais ce n'est pas encore le moment de sortir vos maillots de bain. Je vous explique pourquoi dans quelques instants. Merci, William. C'est hier que débutait la 64e édition du tournoi international de hockey Pee-Wee de Québec. Cette année, 18 pays seront présents. Avant leur premier match, l'équipe qui représentera la région a eu la chance de partager la glace du centre Georges Vézina avec les Saguenayens de Chicoutimi. Un reportage de Charlie Grenier. Les sourires, les conseils et les souvenirs étaient au rendez-vous au centre Georges Vézina mercredi après-midi. Cette pratique a permis aux petits Sags de se plonger dans une ambiance compétitive, alors que les plus grands se sont rappelés de leur jeune temps. Bien, c'est sûr, c'était le fun. Moi, la première année, j'ai représenté Nordique, fait que il y avait du monde pas mal, puis c'était le fun. Puis les deux, c'est le tournoi le plus gros au monde, pas mal, puis oui, fait que c'est tout le temps le fun d'y aller. Puis les jeunes, il faut qu'ils en profitent, puis c'est des moments qu'ils vont se rappeler toute leur vie. L'entraîneur-chef des petits Sags n'en est pas à son premier barbecue. Ce tournoi, il l'a lui-même vécu en tant que joueur. Je suis toujours en contact avec mon entraîneur puis avec mes coéquipiers de cette époque-là.
D'ailleurs, il va y avoir une surprise pour eux là, qu'ils vont avoir vendredi. Donc, j'ai une partie de mon équipe de 89 qui vont venir les voir pour leur faire un retour d'expérience. Donc, c'est quelque chose qu'ils vont avoir à voir là, tout au long de leur carrière. Ils vont se souvenir de ça. Après 3 ans d'absence, les Saguenayens seront de retour pour représenter la région. Situé dans la ville de Québec depuis 1960, le tournoi international de hockey Pee-Wee demeure un lieu de rencontre inoubliable et de souvenirs mémorables pour des milliers de jeunes. Bien, c'est sûr, c'est stressant un peu. Il va y avoir beaucoup de monde dans les gradins. Puis, je pense qu'on va juste tout oublier le monde qu'il y a des estrades, puis on va jouer notre game comme normalement. À surveiller, l'attaquant étoile des Sags, Christophe Chabot. Jusqu'à présent, il domine la colonne des pointeurs de la Ligue de hockey d'excellence du Québec au niveau M13-3A Élite. Il a marqué un total de 32 buts en 25 matchs, sans oublier ses 17 mentions d'aide. Cette pression d'être un joueur à surveiller ne semble pas le freiner. Ah, tu sais, c'est vraiment le fun. J'ai vraiment hâte. On a pas mal tout hâte. C'est incroyable. On va devoir continuer à travailler fort, continuer à travailler de même, garder notre éthique de travail, puis travailler fort. Cette année, les Espoirs Saglac participeront dans la catégorie M13-2A Élite. Le premier match des Saguenayens aura lieu le 9 février prochain, dès 19h15, au Centre Vidéotron, contre les Hurricanes de la Caroline. Ici Charles Grenier, La Pige en direct, Saguenay. Coup d'œil sur la météo, William, que nous réservent les prochains jours? Eh bien, les marmottes ont beau nous avoir prédit un printemps hâtif, ça ne sera pas pour tout de suite, il faudra être patient. Pourquoi? Parce que, eh bien, demain, ce sera nuageux, sauf qu'on aura également 30 % de probabilité d'averse de neige, mais aussi de pluie, ainsi qu'un maximum de 0 degré. Attention, parce qu'il y a aussi un avertissement de verglas qui est en vigueur pour la nuit de vendredi à samedi. Ça risque d'être glissant si vous empruntez la chaussée. Pour ce qui est de samedi, il y aura de la neige intermittente, de la pluie avec un maximum de 4 degrés. Dimanche, encore une fois, 30 % de probabilité d'averse de neige, maximum de 1 degré. Donc, encore une fois, il fera sensiblement chaud, mais il faudra être prudent avec les précipitations. Merci, William. C'est ce qui complète cette édition de La Pige en direct. Merci d'avoir été avec nous. Bonne soirée.